Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Théâtre du Nord. Merci d'avoir préféré venir ici que de rester en terrasse ensoleillée. Le soleil est notre pire ennemi à Lille. On est ravis d'accueillir une séance très spéciale et très musicale en partenariat avec la SACEM, grâce à notre éminent membre du jury de la compétition internationale Victor Lemagne, dont on admire énormément la carrière. Vous le savez, c'est un compositeur et musicien français considéré comme l'un des représentants de la French Touch pour ses compositions électro. Et cet été, évidemment, il a fait vibrer le monde entier avec son titre Parade, l'hymne des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, pour lequel la SACEM lui a d'ailleurs remis le prix musical de l'événement de l'année. Il a également reçu un Grammy Awards avec Gojira et Marina Viotti, je pense vous en rappelez, pour leur performance métal lors de cette cérémonie d'ouverture. Il avait déjà collaboré avec Thomas Joly pour la nouvelle version de l'opéra rock Starmania. Et on lui a donc demandé de revenir à la fois sur sa carrière et peut-être de nous indiquer ses coups de cœur en composition musicale et en fabrication de bandes originales de séries. La rencontre sera modérée par quelqu'un qu'on aime aussi beaucoup ici, qui travaille beaucoup avec nous, la formidable journaliste Perrine Kennesson. Et sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Victor Lemagne et Perrine Kennesson. Que faire après une entrée pareille? C'est-à-dire on est très très bien accueillis quand même. Je crois qu'il manquait plus que Parade honnêtement, et là j'étais une olympienne un peu quand même. On l'a beaucoup entendu déjà. Ah bon? Ouais, on n'a pas fini là, je vous le dis, pendant cette masterclass. Victor, vous êtes donc membre du jury de la compétition internationale. Ça fait quoi d'être membre du jury de la compétition internationale? Je suis très, très heureux, très fier. En plus, les autres membres du jury, Pamela Adlon, Karine Viard, etc. Il y a vraiment, je trouve, des univers très différents qui sont réunis. Il y a une pluralité, il y a une diversité dans ce casting. Et ouais, je suis très fier, bien sûr, d'en faire partie. D'ailleurs, c'est quoi votre relation à vous aux séries? Est-ce que vous êtes ce qu'on dit un sériephile? Est-ce que vous aimez bien voir des séries, ou juste comme ça parce que parfois il faut s'occuper un dimanche quand il pleut? Non, c'est un peu le dimanche, un peu plus que juste le dimanche. Par période de ma vie, c'est souvent lié à des moments, des cycles. Mais oui, j'ai pu avoir des grandes périodes de séries. J'ai regardé énormément de séries, j'en regarde encore beaucoup. C'est vrai que c'est souvent des choses qu'on regarde la nuit, etc. Donc on a plein de travail, c'est pas toujours évident, etc. Mais par période. Mais oui, je consomme beaucoup de séries. Alors avant d'arriver, justement, on a eu un petit aperçu avec ce que disait Frédéric il y a quelques secondes autour de coups de cœur, on va parler de générique de série, évidemment. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur vous, déjà, qu'on fasse un petit tour de vous, Victor, votre vie, votre œuvre. Et on va commencer tôt. Dans votre vie, votre œuvre. Alors promis, j'ai pas une photo de vous à 2 ans, ouais, voilà, sur un peu gênante que sortirait derrière les fagots. Non, j'aimerais bien faire de la menace, mais ça marche pas. Mais en tout cas, le fait est que la musique, pour vous, en fait, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Il y a quelques jours, on parlait d'Astérix, mais vous, c'est un petit peu ça. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Vous venez d'une famille de musiciens. Je crois que votre père était flûtiste, notamment. Mais il n'y a pas que lui qui était musicien dans la famille. C'est ça. Du côté de mon père, en tout cas, tout le monde est musicien, soit de métier, soit a une vraie sensibilité musicale. À commencer par mes grands-parents qui se sont rencontrés à la chorale. Mon père, effectivement, est musicien. Il est flûtiste, mais il est aussi compositeur. Mais lui, de musique, ce qu'on appelle de musique contemporaine, vraiment école Xenakis, Pierre Boulez, etc. Donc c'est une forme très savante aussi de musique, mais en plus de la musique contemporaine, il m'a vraiment inculqué le plaisir des belles harmonies, de l'émotion de la musique, et pas juste de la musique compliquée pour la musique compliquée. Donc ça, je lui dois beaucoup pour ça. Mon frère est musicien, mes oncles sont musiciens, voilà. Et puis ma mère aussi n'était pas musicienne directement, mais avait vraiment une vraie sensibilité musicale. Donc effectivement, je suis un peu tombé dedans très tôt. D'ailleurs, à ce niveau-là, quand on tombe dedans comme ça, aussi jeune, le fait de devenir soi-même musicien, compositeur, producteur comme vous l'êtes, c'est un choix ou c'est un déterminisme familial ou c'est une vocation? Enfin, comment ça vient finalement?
Non, c'est un choix quand même, parce que c'était une évidence pour moi, mais j'ai pas du tout été forcé. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'étais plutôt bon élève à l'école, etc. Mais je sais pas, à 16 ans, j'ai décidé d'arrêter les cours comme ça. Genre, je quitte tout. Et mes parents, autant dire que Ravi. Ouais, c'était un drame, quoi. Ravi, Je veux dire, c'était horrible, aussi musicien soit-il, pour mon père, c'était affreux. Mais je sais pas, j'étais complètement déterminé. Et j'ai commencé à travailler tout de suite, à jouer dans des groupes, des tout petits trucs, avec un ami à moi qui s'appelle Pierre Leroux. C'était pas encore le groupe qui allait devenir Rousse de Raquette, mais on commençait déjà à jouer de la musique ensemble, et puis je jouais avec d'autres. Et j'avais une détermination et une envie d'indépendance vraiment farouche. Et bon, j'aurais peut-être du mal à justifier ça à mon fils plus tard. J'ai arrêté l'école et c'est trop cool. Mais maintenant, quand je regarde en arrière, je pense que ça a vraiment fait partie de mon parcours, cette envie, ce besoin de m'en sortir tout seul, et effectivement à travers la musique. Mais j'en parlais, mon père, lui, c'est vraiment la musique contemporaine. Entre Pierre Boulez et Parade, il y a un monde, quoi. Enfin, je veux dire, donc je fais une musique très différente de tous les autres gens de ma famille. J'ai toute la partie électronique, etc. C'est moi qui y suis venu par goût, par envie. J'ai défriché aussi tout ce monde-là. C'est vrai que ma famille musicale, elle est plus orientée peut-être classique, ouais, musique contemporaine, peut-être un peu de jazz aussi, mais très différent de moi. Donc justement, vous avez mentionné un certain groupe dont vous avez fait partie. Je vous propose qu'on en écoute un tout petit peu. Vous l'avez reconnu, c'était celui à la batterie, là, avec sa petite visière. Bon, les deux ont une visière. D'ailleurs, moi, je me souviens d'avoir beaucoup dansé sur cette musique-là, il y a quelques années maintenant. Mais justement, avec Pierre Leroux, vous êtes rencontrés très très jeune, je crois, dès la maternelle, si je ne dis pas de bêtises. Donc, comment on crée Rousse de Raquette? Comment c'est venu de vous deux? Alors effectivement, j'ai rencontré Pierre en maternelle quand on avait, je pense, 3 ans. Voilà. Et donc déjà, Rousse de Raquette. Donc, le niveau du nom du groupe est à peu près de cet âge-là, effectivement. Mais c'est pas à ce moment-là qu'on a trouvé le nom. Mais ouais, toute notre enfance, il avait 2 ans de plus que moi. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, 2 ans de différence, c'est quelque chose. C'est peut-être quand j'avais, moi, 13 ans, qu'on s'est un peu mieux rencontrés. J'avais un t-shirt du groupe américain Pearl Jam. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent encore. Un groupe de grunge de Seattle. Et voilà, j'avais donc 13 ans et on jouait, je me souviens très bien, c'était au conservatoire de Chaville, la ville où on a grandi tous les deux. On jouait dans l'orchestre du conservatoire et c'était West Side Story. Je me souviens très bien. Et il est venu me parler comme les ados qui se rencontrent, parce que dès qu'il y a un signe distinctif d'une tribu, d'un monde, on avait déjà un peu les cheveux longs, etc. Et vous aviez des chemises à carreaux Alors voilà, j'étais un peu avant ça, j'avais que 13 ans quand même. Ah oui, bon, mais j'avais déjà le t-shirt Pearl Jam. Bon bref, il est venu me parler, on a commencé un peu à plus se côtoyer, et puis vers 16 ans, on a vraiment fait un groupe avec plein d'autres musiciens. De funk, c'est ce qu'on aimait bien faire. Et puis en fait, au-delà d'être, on était vraiment les meilleurs amis. Et dans ces années-là, en fait, il n'y a rien d'autre qui compte. En fait, on se réunissait
Soit c'est des groupes, c'est dans des banlieues où il y a beaucoup, soit des greniers, soit des caves, ces espèces de pavillons ni très grands ni très petits, mais il y a toujours une espèce de partie où on peut mettre une batterie, une guitare, etc. Et donc je me souviens, sur tous les mardis, c'est le meilleur jour de la semaine, on va vite répéter, etc. Enfin, on était complètement à fond. Et puis en fait, petit à petit, c'est devenu un vrai truc. On a commencé à faire des concerts, puis d'autres. Puis on voyait les autres membres du groupe petit à petit faire leur vie, ce qui est tout à fait normal, partir à la fac, etc., faire des choses. Et nous, on était complètement à fond. En fait, on se rendait compte, en fait, on est en train d'en faire un truc. Et puis, le groupe s'est transformé en housse de raquette, c'est-à-dire que nous deux, les deux plus motivés, quoi. Et pourquoi housse de raquette? Oui, parce que ça pose question quand même. Ça pose question, housse de raquette. Au tout départ, c'était, vous parliez, j'entendais parler tout à l'heure, Frédéric, de French Touch. On était donc en 2000, peut-être 2 ou 3, donc c'était vraiment le pinacle de la French Touch. Tous les groupes comme Stardust, etc. C'était en Music Sounds Better With You, avec qui j'ai finalement joué pas très longtemps après. Donc j'étais juste un peu petit frère, mais j'étais pas loin. En fait, tous ces groupes donc de house, et on se disait on va leur voler leurs trucs, on va les racketter. Et donc c'était nul, hein. Mais du coup c'était racket de house de racket. À un moment on s'est dit mais on va le franciser, nul aussi. Donc du coup housse de racket. Et en fait de fil en aiguille, je me souviens on faisait une espèce un truc instrumental. Et je crois que c'est Pierre, l'un de nous a fait une voix off par-dessus, en disant housse de racket, 2 tennisman qui non. Et on s'est dit mais peut-être c'est marrant. Il y a peut-être un truc. D'où la visière, d'où le. Voilà. Et donc en fait on a commencé. Et ce qui nous a un peu dépassé, à vrai dire, un peu comme, sans comparaison avec David Bowie, mais je vais te dire quand même ça, comme David Bowie quand il se met en Ziggy Stardust, un peu un besoin de personnage pour pouvoir y croire, quoi. Comme Mathieu Chédid, par exemple, je sais pas. Et donc on s'est mis dans ce truc, on va s'habiller en tennisman, un peu des années 70, genre McEnroe, Borg, etc. Et on va faire des happenings comme ça en faisant de la musique. Nous, on est vraiment musiciens, c'est pas des blagues, mais on va se mettre en tennisman. Et le truc nous a complètement dépassé. À un moment, on s'est retrouvé à avoir des partenariats avec Lacoste, à faire des concerts à Roland-Garros et tout. Et donc, ça va trop loin, la blague. Ça allait beaucoup trop loin. Ça, c'était le premier album. Et Oh Yeah, ça, c'est notre tout premier single au tout début de notre existence en tant que groupe. Et ça a marché assez fort. Enfin, dans son échelle, quoi. Ça tournait bien, ça tournait beaucoup. Enfin, ouais. Moi, je me souviens, ça passait en boîte à l'époque, j'y allais. Voilà, et puis en France, on avait cette image un peu. C'était à ce moment-là qu'il y avait ce qu'on appelait les baby rockers, les bébés brunes, ouais. Seconde Sexe, tous ces groupes-là. Je me souviens plus des Nast. Voilà. Et nous, on était un peu plus vieux qu'eux déjà, mais en France, on pouvait être un peu mis dans des plateaux avec eux. Et parallèlement, on était invité à jouer en Angleterre dans des trucs super sérieux avec Falls. Ou au Japon, ou en Chine déjà, on commençait à voir un peu les États-Unis qui nous appelaient. Donc on était complètement entre deux eaux, entre deux mondes. Donc pour le deuxième album, on a décidé d'arrêter l'aspect tennis. On est venu, allez, on va se remettre. Allez, on arrête maintenant. On arrête. On a assez rigolé. Et c'est là que les choses sérieuses entre guillemets ont commencé. On a énormément été aux États-Unis. On a joué à Coachella. On a fait un autre album avec quelqu'un qui s'appelait Philippe Zdar, qui était membre de Cassius, qui nous a vraiment ouvert les portes de son studio, qui a coproduit le disque avec nous, etc. Et là, on est vraiment passé dans une autre échelle et on a enlevé tout l'aspect un peu rigolo qui au début était, je pense, un véhicule et qui était devenu en fait beaucoup trop lourd au bout d'un moment. Et d'ailleurs, vous avez parlé de Philippe Zdar. Je reviens juste aussi, vous avez dit que mardi, meilleure journée, donc ça tombe bien en fait finalement que cette masterclass ait lieu aujourd'hui. Donc Philippe Zdar de Cassius, vous avez collaboré avec lui, vous avez collaboré aussi avec beaucoup d'autres personnes, parce que Housse de raquette, ça a duré combien de temps concrètement? Le groupe s'est séparé, ça a duré 15 ans à peu près? Le dernier album, c'était en 2015, on a arrêté de faire des concerts en 2016, donc ça va faire 9 ans. Ce temps passe vite. Donc les premiers albums c'était en 2008. Bon voilà quoi. Donc mais avant le premier album, il y a toute une vie de concerts, etc. Donc oui, c'est presque 15 ans. Et après, si on en vient après Housse de raquette. Déjà, pourquoi on arrête au bout de 15 ans? Qu'est-ce qui a décidé qu'avec Pierre Levron, vous arrêtiez en fait? C'est jamais évident de s'arrêter, surtout quand on n'était pas un groupe de 5 personnes ou de 4 personnes, on était un groupe de 2. S'il y en a un qui part, ça fait tout de suite moins. Voilà. Et on n'a pas, à vrai dire, on n'a pas arrêté en se disant on arrête. À un moment, on a un peu ralenti la cadence.
ralentit la cadence, ralentit la cadence, ralentit la cadence. Et puis en fait, on a réalisé, bon, en fait, je crois qu'on va pas se remettre à faire des morceaux ensemble. Je pense que chacun, et c'est assez normal, je pense que c'est assez sain, mais chacun, au bout d'un moment, a des envies diverses, des familles, des trucs. La vie rentre aussi dans l'équation du duo. Alors qu'avant, c'est quand on a 16 ans, c'est à la vie, à la mort, etc. Mais c'est normal quand on commence à avoir 30 ans, etc. Les choses ont évolué différemment pour chacun. Mais je suis ravi de le retrouver. On fera peut-être des choses plus tard, etc. Mais je pense que c'était aussi pour préserver notre amitié qui est immense. C'était aussi de savoir faire un petit pas de côté, quoi. Et donc après, des collaborations. Donc là, pour le coup, vous quittez un peu le devant de la scène finalement. Enfin, il y a des albums solo que vous avez fait aussi, mais d'une certaine manière, vous avez un peu quitté le devant de la scène pour être plutôt en coulisses en tant que producteur, en tant que compositeur. D'ailleurs, c'est quoi en fait concrètement la différence entre compositeur et producteur de musique dans le cadre de votre travail? Le producteur, c'est pas forcément. Alors, il y a évidemment parfois le producteur, c'est celui qui paye le. Qui met l'argent, ça, oui, d'accord. C'est pas dans ce ouais, sens-là. Je veux dire producteur comme réalisateur, admettons. Producteur, c'est pas forcément celui qui compose. C'est-à-dire qu'on peut produire un morceau qui est composé. La compo arrive déjà d'avant. Un ou une artiste amène une chanson, etc. Et le producteur va choisir les musiciens, ou alors décider que c'est moi qui vais jouer, ou alors c'est l'artiste qui va jouer ça aussi. Enfin, c'est-à-dire qui modèle, qui fait tout le son, qui va dire tiens, peut-être là on va mettre de la guitare, là on va faire le couplet, la structure on va la changer comme ça, mais c'est pas forcément sa chanson au départ. On rentre pas forcément dans l'harmonie, dans les notes, dans le piano ou la guitare. Compositeur, évidemment, c'est plus simple. On compose ou on co-compose. Il y a aussi parfois arrangeur, ce qui peut être mon cas aussi parfois, c'est-à-dire que la composition existe déjà. On arrange, c'est-à-dire qu'on va s'occuper des violons, on va écrire les notes pour les violons, on va écrire ou pour n'importe quel instrument, pour un xylophone ou ce qu'on veut. Mais c'est-à-dire qu'on va texturer, on va colorer, mais en rentrant dans les notes quand même. Mais par contre, la composition de base ne vient pas de soi. Et c'est vrai que moi, je suis un peu tout ça en même temps. Mais dans l'ordre, je me sens en premier d'abord compositeur. Et moi, je suis plutôt un compositeur qui produit plutôt qu'un producteur qui parfois compose, quoi. Je suis vraiment un compositeur et en fait, j'essaye d'aller si loin dans la composition et de pousser vraiment la précision au maximum dans les harmonies que j'aime bien, dans la couleur des accords, qu'en fait, la production quasiment en découle. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que ça vient pour moi. C'est-à-dire que je choisis la compo et les sons me viennent aussi tout de suite. Donc je vais dire, ah ben là, c'est sûr que c'est pour un piano de tel type de son. Ah là, c'est sûr que c'est pour une guitare. Là, c'est sûr que c'est pour des cuivres. Comme si le son, la composition et le son allaient de pair, quoi. Et donc, on l'a dit, vous avez travaillé avec d'autres personnes. Je n'en cite que quelques-uns parce qu'il y a quand même du monde, mais Catherine, Juliette Armanet, Philippe Catherine, pardon, Juliette Armanet, le groupe Justice, par exemple, Kavinsky. Comment vous choisissez les personnes avec qui vous allez travailler? Ou est-ce que c'est elles qui vous choisissent? Comment ça vous finalement c'est vrai que j'ai plutôt eu de la chance parce que c'est tous des gens de grande, talentueux, très on peut talentueux, le dire, quoi, et avec des univers très distincts, très très clairs. Mais les choses se font. Mais c'est vrai que pour reprendre un peu le fil de la chronologie, après House the Racket, donc j'ai un peu repris. J'ai fait un peu en arrière, j'avais un peu besoin de me recentrer et c'est des parties, il y a toujours des phases comme ça, je pense, dans les carrières, quand ça commence un peu à durer, où il y a des petits moments de flottement, un peu, qu'est-ce qui va se passer. Et c'est vrai que moi j'étais donc, on l'a vu dans le clip de Oye, je suis pianiste, mais je suis aussi batteur, et je me suis remis à être batteur pour d'autres un peu en me disant, ok, ça va moins me demander de responsabilité, ça va me faire du bien. Notamment, j'ai joué avec ce groupe qui s'appelle Paradis, qui était un groupe français qui m'intéressait beaucoup, et normalement j'aurais jamais accepté de jouer avec de reprendre le rôle de batteur seulement, mais là ça me faisait du bien. Je jouais avec Chili Gonzalez qui est un pianiste que j'aime beaucoup, et j'étais juste batteur et ça m'allait très bien. Et en fait, en refaisant ça, j'ai re-rencontré des gens, j'ai refait une espèce de réseau, et j'étais en humilité, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, je me mettais pas en avant, c'était pas mon groupe et ça m'allait très bien comme ça. Et là en fait, ça m'a donné plus de temps pour reprendre confiance en me disant non, mais je vais commencer à écrire des chansons dans mon coin, je vais écrire des morceaux pour moi. J'ai commencé à travailler sur un premier disque. Et là, je pense par exemple à Gaspard Auger, qui est membre de Justice, qui me disait ah, c'est bien ce que tu fais, etc. Moi aussi, je fais des morceaux. Là, tu veux un peu qu'on partage nos trucs. Pareil pour Juliette Armanet, pareil pour Philippe Catherine. Et puis en fait, un peu de manière informelle, je me suis retrouvé à travailler sur les albums de chacun. Et puis en fait, on apprend sur soi-même.
je savais pas forcément que je pouvais faire ça en fait. Et puis en fait, on se rend compte, ah mais en fait, je crois que j'aime bien écrire, j'aime bien, même ça peut même m'intéresser de regarder les textes. Et voilà, et c'est vrai qu'un projet en amène un autre, et chacun, comme je disais, a un univers très clair. Par exemple, dans le cas de Kavinsky, je ne sais pas si vous voyez le type de... Night Call, je pense que enfin, vous voyez tous Drive pour certains qui sont peut-être plus cinéphiles, sinon aussi la clôture des Paralympiques, par exemple aussi. Par exemple, dans le cas, on va y revenir. Dans le cas de Kavinsky ou dans le cas de Justice, mais pour parler de Kavinsky, par exemple, Philippe Catherine et Kavinsky, c'est deux mondes a priori qui n'ont absolument rien à voir. A priori. Mais Kavinsky, ce qui est par exemple très intéressant, c'est que lui, sa direction artistique, sa DA, elle est tellement claire. En fait, on ne peut pas faire mille choses avec Kavinsky. C'est un son, c'est fait pour être écouté en voiture, enfin comme dans Drive. C'est un type de synthétiseur, etc. Et ça, j'adore quand le champ des possibles n'est pas infini. Il y a des contraintes très très claires. Et c'est là souvent qu'on est bon, c'est qu'on sait que le chant il est comme ça, il n'est pas comme ça, il n'est pas immense, et c'est comment se mettre là-dedans. On ne peut pas faire 40 accords, il y a peut-être 2 accords seulement qui vont marcher, mais il faut les trouver, et c'est souvent le truc les plus difficiles aussi quand il n'y a pas beaucoup d'options, et c'est là où, bon, en tout cas pour moi, quand j'ai des contraintes, je pense que je propose des choses plus intéressantes. Mais la contrainte, ça rend créatif, finalement. Mais c'est ça c'est une grande règle que je me fixe, mais c'est pas que je me fixe, c'est que je la vis tous les jours. Pour moi, c'est clairement dans la contrainte que je suis créatif. Si tout est ouvert, si on me dit ok, fais ce que tu veux quand tu veux, je sais pas, on est complètement perdu. Si on me dit ok, tu dois juste utiliser un xylophone, une clarinette, tu dois rendre le truc pour demain, et il faut faire un morceau avec Juliette Gréco, je sais pas quoi, et je le trouverai, je le ferai en fait, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc du coup, on va chercher des trucs qu'on n'imagine même pas. On dirait moi devant mon frigo parfois. Donc c'est à peu près ça. Mais justement, en parlant de contraintes, et là, il y en a une belle quand même, parce que, en plus, comment on arrive là-dedans à refaire Starmania? Parce que, alors, travailler avec d'autres artistes, d'une certaine manière, il y a une certaine forme de logique. Vous êtes artiste, travaillez avec d'autres artistes, il y a une logique dans tout ça. Starmania, on arrive sur un gros morceau, patrimoine. Enfin, franchement, je pense qu'à ce niveau-là, Starmania, je pense que l'entièreté de cette salle, je pars de m'avancer, mais je pense que tout le monde connaît au moins une chanson de Starmania. Merci, on est d'accord. Donc, c'est gros morceaux. Et là, vous êtes embauché par Thomas Joly, déjà lui, Thomas Joly pour Starmania, pour réarranger finalement cette comédie musicale cultissime. Ça va? Ouais, c'était un gros morceau, effectivement. Alors pour être un peu plus précis, j'ai pas été engagé par Thomas Joly, j'ai été engagé par Raphaël Amburger, qui est le fils de Michel Berger. Ce qui avait, et grâce à lui, je dis vraiment grâce, j'ai rencontré donc Thomas Joly, et puis on va y venir bien sûr pour la suite. On ne sait pas qui c'est pour l'instant. Voilà. Mystère. Mais Raphaël Amburger, donc étant le fils de Michel Berger, forcément porte en lui tout l'héritage, dans tous les sens du terme, mais l'héritage, la puissance émotionnelle de Michel Berger, il a essayé vraiment de me transmettre ça, et je le remercie énormément. C'est vrai que c'était très difficile, je vais pas vous mentir, mais c'était un travail passionnant. Avant, pour donner un tout petit peu de contexte, avant l'année qui précède, je crois, Starmania, et c'est marrant, vous allez voir que tout est intriqué entre ça et les Jeux Olympiques qui arrivent après. Mais j'ai eu une première demande qui était incroyable, c'était qu'on m'avait demandé de refaire la Marseillaise, de refaire un nouvel arrangement de la Marseillaise dès 2021 en fait, donc 3 ans avant les Jeux Olympiques, pour la clôture de Tokyo, au moment de la passation entre le Japon et la France, vous voyez ce fameux passage de relais. D'ailleurs, je me permets de vous couper 2 secondes, mais est-ce que ça vous dit qu'on l'entende un petit peu, ce réarrangement que vous avez fait de la Marseillaise? On va l'entendre. Un petit peu.
Après, aux armes, vous connaissez les paroles. Oui, donc là, en toucher du patrimoine, on ne peut pas plus. Là, on ne peut pas tester plus que la Marseillaise. Voilà, donc c'est ça le lien que parce que vous parlez de patrimoine en Starmania. C'est qu'en fait, voilà, cette Marseillaise, donc déjà à l'époque, donc je rencontre Tony Estanguet, Thierry Reboul, etc. Et je fais cette Marseillaise pour vous raconter. Désolé, je reviens pas en arrière, mais c'est important. C'est pour bien, l'histoire. Comme ça, il y a vraiment. Vous voyez, comme des épisodes mais où on il y a va des. arriver à Starmania, je le promets. En fait, dans la vie, on sait très bien, parfois, il y a des grands coups de téléphone. On sait, il y a des coups de téléphone ou des grandes opportunités, des trucs qui arrivent. C'est complètement n'importe quoi. Ça faisait partie de ça. J'allais avoir un enfant. Premier enfant, etc. Et j'étais en vacances en Afrique. Voilà. On a tout le cadre. On a tout le cadre. Et première fois, c'est-à-dire que les dernières vacances avant que l'enfant arrive, on sait que sont c'est hyper importantes. Il faut vraiment pas les louper. Faut etc. profiter, faut kiffer. C'est maintenant. Donc je pars évidemment sans ordinateur, sans rien, sans petit piano, sans que dalle, quoi. Juste les vacances, maillot de bain et tout. Et évidemment, le premier jour j'arrive en vacances, j'ai un coup de téléphone de mon agent et qui me dit « Oh, il y a un truc incroyable et tout, il y a peut-être une opportunité de refaire la Marseillaise. Mais par contre, il faudrait se décider aujourd'hui. Il faut faire il y a un call, comme on dit, voilà, il y a ok, tu le fais et tout. Je veux bien faire au moins le coup de téléphone, donc je me cache dans un endroit, évidemment, 4 nulle part et tout. Et là, on me demande ça. Et je dis pas que je suis pas dispo, quoi. Et je dis pas que je peux pas le faire tout de suite. Et je crois que le dernier jour, c'était 15 jours plus tard, qui était peut-être 2 jours après mon retour à Paris. Donc, j'ai évidemment pas dit que j'étais en vacances. J'ai dit ok, je vais essayer parce que il fallait pas que je pouvais au moins essayer. Et donc évidemment, voilà, comme j'ai dit, sur place, j'avais rien du tout. Mais en fait, tous les jours en marchant, je sais pas, en nageant, etc. Je sais pas, le truc venait. J'y pensais tous les jours à cet arrangement. Je suis rentré chez moi, j'ai passé quand même de très agréables vacances, mais je n'ai fait que penser. Je suis rassurée. Voilà, donc tout va bien, j'ai pas fait chier trop mon épouse avec ça et tout. Mais pour elle. En rentrant, je m'y suis mis une nuit, une seule, parce qu'il fallait que je rentre le lendemain, et j'ai écrit d'un trait comme ça. Je l'ai envoyé en me disant ça passera jamais, parce qu'en plus, comme on a pu l'entendre, j'ai eu la bonne idée ou pas de changer absolument tous les accords. C'est-à-dire que j'ai juste gardé la mélodie, machin, mais j'ai changé toute l'harmonie. Et donc je me suis dit, au moins j'essaie quelque chose qui n'a rien à voir pour me différencier des autres gens qui doivent essayer, j'en sais rien. Et je l'envoie en me disant, ça passera jamais comme une bouteille à la mer. Et c'est passé. Et je crois justement que c'est cette idée de rupture, le fait que j'ai proposé quelque chose de différent, que j'ai osé, entre guillemets, changer toute l'harmonie, mais sans dénaturer, et voire même mettre un peu plus en avant l'aspect un peu émotionnel de la Marseillaise, mais en proposant une version démartialisée, sans notion militaire, sans violence. Je crois que c'est ça qui a plu à Tony Estanguet, Thierry Reboul, qui était en train de préparer des jeux, comme on a pu voir, différents sur la scène, etc. Donc je crois que voilà, ça a marché. Et donc bref, ça a été fait à Tokyo et ça a été plutôt une réussite. Donc très heureux. J'arrive à Starmania. Tout ça pour dire que Raphaël Amburger, je crois que c'est cette Marseillaise. De toute façon, c'est comme ça quand tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Je crois que c'est cette Marseillaise, et c'est-à-dire la manière dont j'ai pu toucher quelque chose de très patrimonial en lui insufflant quelque chose de nouveau, mais sans enlever la puissance émotionnelle. Je crois que c'est ça le point de départ. Je crois que c'est ça qui lui a plu. Et il m'a dit, ça j'ai vraiment aimé. Est-ce que tu as envie d'écouter avec moi la musique de mon père et peut-être de réouvrir cette partition? Donc j'ai pas dit oui tout de suite parce que j'ai énormément de respect pour la musique de Michel Berger. Je voulais pas faire n'importe quoi. Et il m'a eu parce qu'il m'a dit viens, je te fais juste écouter un peu et tout. Et donc on est allé en studio et il m'a fait écouter toutes les bandes d'origine, quand on appelle les bandes, c'est-à-dire les chutes, quoi. Enfin, on entendait Michel Berger en train de discuter avec ses musiciens, en train de dire un peu de ça, un peu de ci, etc. Et c'était absolument passionnant. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Je l'ai fait. C'était un travail intense, mais très très beau. C'était passionnant de faire ça. Ouais. D'ailleurs, je vous propose qu'on voit un petit peu ce que c'est que ce travail-là, les chutes auxquelles vous avez eu accès, et concrètement ce que c'est que de réarranger, de remanier, puisque vous en aviez parlé dans un reportage sur France 2. Donc je vous propose qu'on en regarde un petit extrait. Là voilà, il y a tout. Voilà, j'ai les batteries en séparé, avec un groove incroyable. J'avais la basse, les guitares. Puis bien sûr, il y a
la voix de Nanette Workman, que j'ai ici. On vit déjà 100 pieds sous terre. C'est le retour aux catacombes. Entre les murs des grandes artères, l'on ne voit plus jamais son ombre. La ville a étendu ses ailes. Si je mets notre version de 2022, c'est quelque chose avec une énergie différente. Ça, c'est des éléments nouveaux, tout ça. Je peux mettre les guitares, par exemple. Et il y a aussi l'aspect choral. Donc c'est ça, par exemple. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ça n'a pas trop changé en 2-3 ans, finalement. Non, ça va. Non, ça va. Non, capillairement, on est au même endroit. Mais donc, en fait, c'est changer sans tout casser. C'est rendre moderne sans... Ouais, je vais insister, sans tout casser. Parce que si j'avais pas reconnu Naziland, j'aurais crié. Non, bien sûr, il y a des morceaux, il faut savoir ne rien faire, mais même quand on fait rien, on ne fait jamais rien. Comment faire rien en plus, c'était joué par des musiciens live, etc. Donc, c'était, même si on dit juste, tiens, on va essayer ce piano plutôt que celui-là, on va jouer sur un instrument par exemple, qui s'appelle le Fender Rhodes, qui était très populaire dans ces années-là, on va prendre celui-là. C'est des petites touches. Et puis parfois, c'était beaucoup plus. Parfois, c'était, par exemple, je pense à des morceaux, pour ceux qui connaissent un peu Starmania, c'était les journaux télévisés. C'était censé être des génériques de télé, une télé un peu Big Brother 1984 qui fait assez peur. Et en 1979, quand Berger faisait ça, c'était des génériques qui résonnaient avec l'époque, qui devaient dire quelque chose de 1979. Là, quand je l'ai fait en 2022, évidemment, on n'était plus du tout dans les mêmes codes, etc. Donc là, j'avais complètement carte blanche pour refaire, un peu repenser. Je me suis permis parfois de changer ici et là des accords, etc. Toujours avec la bénédiction de Raphaël qui était là à tous les endroits, qui regardait. On débattait beaucoup. Parfois, il me laissait faire. Parfois, il me disait ça, je suis pas sûr. Et puis, il revenait en arrière. Ou c'est moi qui revenais en arrière. Et après, une fois qu'on a fait tout ce grand travail en studio, dans le studio qu'on a vu ici dans le reportage, je suis allé rencontrer le casting. On a intégré donc les voix, parce que quand on travaillait avec les musiciens, on travaillait avec les voix dans le casque. Ce qu'on avait, c'était les voix de l'époque, France Gall, Balavoine. Donc c'était complètement dingue de jouer de la musique avec eux comme des chanteurs un peu fantômes. C'est très spécial. Et ensuite, ces voix qu'on a remplacées donc par les nouvelles voix. De nouveau, il y a eu un travail d'adaptation un peu, parce que forcément les tessitures, les tessitures, c'est-à-dire les hauteurs de voix sont évidemment parfois différentes des chanteurs originaux, et les émotions sont pas les mêmes. Parfois, en voyant telle ou telle chanteuse ou tel chanteur, je me rendais compte que mon arrangement, il fallait un peu plus l'affirmer comme ceci ou comme cela, parce que la personnalité de ce chanteur ou cette chanteuse était différente de Balavoine par exemple. Donc il fallait tout le temps adapter. Et puis après, l'adaptation se faisait par rapport à la mise en scène. C'est là que je rencontre vraiment Thomas Joly. Et là, on était vraiment main dans la main, où la narration est rentrée vraiment en jeu. Et ça, c'était aussi un moment très, très important. Après, il y a tout le travail avec les lumières. On a pu voir les lumières. C'est Thomas de Chanton qui fait les lumières, qui sont incroyables. La danse, Sidi Larbi Cherkaoui, pareil, des points de chorégraphie très importants qu'il fallait adapter, parce que maintenant que les danseurs sont là, c'est encore différent. Donc, c'était une évolution constante. Pour aboutir un jour à ok, c'est la première, et là il y a tout d'un coup. Et puis après, c'est jamais fini, parce que après c'était tous les soirs, 7 représentations par semaine quand même, quand c'était à Paris pendant plusieurs mois. Je venais assez souvent, et tous les jours, à chaque fois, je donnais des notes aux musiciens. Attention, ça c'est un peu différent, ça on a changé. Je donnais des notes aux danseurs. Donc c'était un travail de longue haleine. De longue haleine, mais qui est un bon entraînement pour ce qui arrive après. Ouais. Puisque, donc là, on a quand même les éléments qui se mettent en place. Enfin, on est en train de construire un petit peu. Donc, il y a eu cet appel avec Tony Estanguet déjà pour la Marseillaise.
Donc, vous êtes déjà identifié en tout cas par tout le COJO, là, enfin, par tout ce qui est l'organisation des JO. Puis Thomas Joly, quand même, Starmania. Donc, on est aussi avec aussi celui qui va être quand même le grand organisateur de ces cérémonies. Et là, vous retrouvez, vous, je crois que c'est directeur musical, c'est ça, des cérémonies olympiques et paralympiques. Donc, ça veut dire quoi ? Parce que c'est beaucoup, enfin, ça paraît énorme. Et quand on voit le résultat, c'est énorme. Mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire, directeur musical des cérémonies ? Ouais, c'est vrai que c'était énorme. Il y a effectivement 4 cérémonies, parce qu'il y a la cérémonie d'ouverture olympique, clôture olympique, et aussi les Jeux paralympiques, ouverture et clôture. Donc ça veut dire 4 cérémonies qu'il faut mettre en musique. Et donc, je disais tout à l'heure, moi je suis plutôt un compositeur qui produit. Donc ma manière de mettre tout ça en musique, c'était à la fois, je l'ai pensé comme, si on parle de la cérémonie d'ouverture par exemple, comme une grande BO, comme une grande musique de film, ce qui nous rapproche un peu d'aujourd'hui, mais comme une grande musique de film, avec un chapitrage, avec des thèmes qui peuvent revenir, notamment Parade, qui était un peu le leitmotiv qu'on a entendu sous plein d'aspects, plein de différentes couleurs. Et c'était aussi d'avoir des chanteurs, des chanteuses, et ça c'était des grandes discussions avec Thomas Joly notamment, et le reste de l'équipe, des chanteurs, des chanteuses qui vont venir intervenir, et pour qui je vais proposer une chanson. Donc j'avais aussi la responsabilité du choix de cette chanson. Pareil, toujours à discuter avec Thomas, etc. Mais j'avais, moi, dans mon contrat de directeur musical, le choix de la chanson, et ensuite je devais la produire, l'arranger. Donc tout ce dont on parlait tout à l'heure, tout ce que je faisais avec Kavinsky et les autres, c'est là où j'ai vraiment pu exprimer aussi tout ça. Donc je me suis retrouvé à travailler avec Lady Gaga, avec Céline Dion, avec Gojira, le groupe de métal pour lequel on a gagné en plus un Grammy, donc magnifique. Je pense qu'on peut applaudir quand même un Grammy. C'est pas... Félicitations. Voilà, toute la planète électronique voilà, sur la clôture paralympique, comme de Jean-Michel Jarre, etc. Il y en a Angèle, Kavinsky, enfin voilà, beaucoup de gens ont vu les jeux, mais c'était 2 années sans discontinuer. Je n'ai pas fait autre chose. J'ai travaillé comme jamais. Je sais pas si, enfin même je sais que je ne referai pas un projet d'une. Il n'y en a pas 36. Non, il n'y en a pas 36. D'une échelle pareille. Et en fait, la musique, et je ne parle pas seulement de la mienne, c'est vrai que moi j'ai dû composer des heures et des heures et des heures de musique. C'était un entraînement incroyable. J'ai travaillé avec les plus grands orchestres français, l'Orchestre national de France, l'Orchestre de Paris, mais aussi des choses de musique contemporaine où je pouvais retrouver un peu l'héritage de mon père, comme les percussions de Strasbourg, des trucs vraiment très pointus, ou l'ensemble intercontemporain, des groupes de jazz. J'ai travaillé avec, je sais pas, avec le Rimka du 113, des trucs vraiment totalement divers, et c'était c'était même complètement passionnant. Je suis très content de l'avoir fait. Je suis aussi très content que ça soit terminé. Non, mais justement, alors, je vous propose, avant qu'on continue un petit peu sur les JO, juste de revoir un tout petit bout de cette cérémonie d'ouverture, tout petit bout. C'est vraiment tout petit, mais parce qu'en fait après il y a les commentaires des gens et j'arrivais pas à les couper. Donc c'est pour ça. Donc on a un petit bout, si vous voulez, de voir pour se remettre un peu dans l'ambiance. Après, il y a les commentaires qui arrivent. Bah, ça reste quelque chose, quoi. D'ailleurs, on est à quelques mois maintenant de cette cérémonie, pas un an encore, mais on est quand même à plusieurs mois. Quand vous voyez ça, est-ce que vous réalisez un peu ? Même si vous êtes content d'avoir fini, et ça je comprends, mais est-ce qu'on réalise un tout petit peu ? Moi, quand je revois ça, j'ai l'émotion de la spectatrice, mais vous, de celui qui a fait. C'est très spécial comme émotion, en fait, et je dois dire que c'est pas que simple, en fait, parce que vivre l'après d'un truc, comme j'ai dit, j'ai travaillé en continu dans 2 ans, il y a une forme de violence quand même, c'est-à-dire que
vraiment très intense. C'est quasiment sacrificiel en fait. Enfin, donc, il y avait des mois, je me couchais à 4h du matin et je partais de chez moi à 6h30. Enfin, c'était... Et en fait, d'un coup, ça s'arrête. Alors, les quelques mois qui suivent, et puis effectivement, c'est génial, il y a eu plein de récompenses, etc. Donc, on reste quand même dedans. Quelques mois qui suivent, il y a une espèce on est encore un peu dedans. Et là, ça y est, c'est vraiment passé à autre chose. Et ouais, faut digérer quand même tout ça. Il faut savoir passer à autre chose, je pense, parce que sinon, il faut pas rester tout le temps dans le truc. C'était dingue. Donc voilà, mais honnêtement, j'ai beaucoup de fierté aussi d'avoir été un des éléments de ces cérémonies, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que là, en revoyant un peu votre parcours, on voit à quel point, maintenant qu'on a tous vu les cérémonies d'ouverture, de clôture des Olympiques et des Paralympiques, on voit à quel point aussi ces constructions sont le résultat de tout votre parcours en réalité, à la fois de vos origines musicales, j'ai envie de dire, de votre formation, de vos expériences, de vos expérimentations, de vos rencontres. En fait, finalement, presque vous êtes une pub pour tenter tout, tout sert en fait. Il faut tout tenter dans la vie puisque tout finit par servir. Ouais, et surtout décrocher cet appel important. Ouais. Tout ça vient d'un mensonge quand même. Genre, d'un mensonge. Je suis. Non, mais c'est-à-dire, oui, je suis pas en vacances, je vais le faire. Oui, c'est vrai que tous les éléments, et c'est intéressant d'en parler avec vous, avec tous les ingrédients, comme vous le dites, de ce que mon père a pu m'inculquer, d'avoir ce bagage classique, toute cette musique électronique, toutes ces rencontres, et surtout le côté artisan. En fait, moi, je me sens vraiment très artisan. Toute la musique qu'on a entendue, je l'ai vraiment fait à la main, note par note. J'ai pas eu, il n'y avait pas d'autres compositeurs avec moi ou d'autres trucs. Donc, et le côté aussi marche par marche, je disais, ouais, j'ai arrêté l'école à 16 ans, etc. Et j'ai joué dans toutes les MJC. Enfin, vraiment, je l'ai pas. Comment dire, c'est pas, il y a un truc qui arrive d'un coup. Là, aujourd'hui, j'ai 43 ans, donc c'était l'année dernière à 42 ans. J'ai l'impression, depuis 16 ans, entre 16 ans et 42, il y a quelques années. Je ne vais pas faire les maths, mais il y a quelques années. Non, mais je veux dire, il y a un monde. C'est très, très long, en fait. Et toutes ces marches, une par une. Mais à chaque fois, c'est vrai que je crois que je jette pas ce qui m'arrive. Je le prends, je le garde et j'essaye de m'en resservir. Et c'est vrai que dans ces Jeux Olympiques et Paralympiques, je crois que j'ai mis tout moi. Tout ce je l'ai vraiment fait en totale honnêteté et en totale. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de regrets. C'est-à-dire que peut-être j'aurais pu faire mieux, etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai proposé ce qui me semblait moi être ce que je devais faire. Bah, c'est réussi, je crois. Merci. Victor, maintenant, je vous propose un petit exercice. Ouais. Parce que j'ai une théorie, vous allez me dire si elle est fumeuse ou pas, mais je rappelle qu'on est dans un festival de séries, a priori tout le monde le sait. Ça va ? Ouais, on est d'accord ? Jusqu'à là, on suit la même chose. Et moi, j'ai un peu vu Parade, cette chanson en particulier, cette musique en particulier, comme le générique de mon été dernier. Vraiment, il était tout le temps là. Et surtout, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il m'annonçait quelque chose. C'est-à-dire que dès que je l'entendais, je savais qu'il allait y avoir quelque chose à la télévision, j'allais me retrouver, c'était un point de rendez-vous, c'était vraiment... c'était le générique des JO pour moi. C'était vraiment, dès que je l'entendais, c'était, on va regarder une épreuve ou une émission dédiée aux JO. Bref, il y avait quelque chose de... On dit que c'est l'hymne des Jeux Olympiques, c'est vrai, mais pour moi, c'était le générique des Jeux Olympiques. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est vrai. Donc, je vous propose déjà qu'on le réécoute un tout petit peu. Si ça vous dit un tout petit peu, on se fait 30 secondes de parade, parce que ça fait du bien. Ah, un peu plus de son. Vous pouvez vous lever et danser si vous le sentez. On vous voit pas de toute façon. On peut peut-être laisser un peu plus en fait. Merci. C'est là.
Ouais. Bon, je sais pas pour vous, vous la connaissez un petit peu, vous l'avez créée. Mais moi, ça continue à me faire de l'effet, hein, ça c'est sûr. Donc, c'était bien. Pardon. Donc, justement, je vais me servir un petit peu d'autres génériques de séries bien connues. Alors, ce que je vous propose comme exercice pour vous, soit vous regardez les images qui sont derrière et tout de suite, vous allez deviner de quelle série il s'agit. Soit vous pouvez fermer les yeux et vous prendre la musique des génériques à venir. Voilà. Donc ça nous permettra un petit peu de analyser Parade en tant que générique lui aussi. Donc je propose qu'on commence directement, parce que Parade, c'est des images, ça nous rappelle des choses. Mais là aussi, je pense que ça va rappeler des choses potentiellement à vous aussi. J'adore. Magnifique. Et je repense à Victor Newman, qui partage votre prénom. Ouais. C'est pour ça que je m'appelle comme ça. Non, pas du tout. Ça vous évoque quoi, les feux de l'amour, par exemple? Alors, c'est pas pour ça que je m'appelle comme ça, mais, pour Victor Newman. Mais je dois dire que ma mère regardait pas mal les feux de l'amour. Enfin, elle ne regardait pas, mais c'était en fond. La télé était un peu allumée oui. parfois, quoi. Je trouve très belle cette musique et au premier degré. Enfin, c'est-à-dire que si on enlève le côté kitsch et tout machin, mais je l'aime bien effectivement parce que c'est un truc un peu qui me rappelle l'enfance. Les séries, comme on le sait, c'est un truc un peu cocon qui s'invite dans la maison, qui s'invite chez soi, dans la famille, etc. En l'occurrence, voilà, ça me rappelle ma mère, ça me rappelle ça. Et puis ce côté un peu, c'est mou un peu. Enfin, genre, c'est un peu, mais c'est un peu confortable et en même temps un peu déprimant. Mais on sait que ça a duré des heures. Mais c'est quand même des harmonies que j'aime bien. Et je me souviens, je crois que c'était Passy qui l'avait samplé dans les années 80. Enfin, l'accord du début, c'est presque Dr. Dre, un peu le cling, cling, cling. J'adore l'idée. Mais je le réemploierai, hein, par contre. Je citerai que ça vient de vous, mais je le réemploierai. Dr. Dre, les feux de l'amour. Pareil. Je dois dire aussi que dans mon jury, aux côtés de Pamela Adlon, Karine Viard, Minky Spiro, il y a aussi Ignacio qui joue dans Les Feux de l'amour, voilà, qui a joué dans Les Feux de l'amour. Donc, moi, je sais pas, je trouve que cette série, elle a un truc. Mais par exemple, les cordes, le début, si on parle de Parade, comme on l'a écouté juste avant, dans Parade, moi, je commence par les cordes de manière comme ça, très, très légère et presque pour dire, on arrive doucement. On va mettre les harmonies au début sont assez romantiques, enfin assez très douces, et ensuite ça va s'emballer. Et puis comme vous le disiez, après on passe dans la deuxième partie. Mais c'est vrai que c'est aussi, on se rend pas compte, mais je pense que c'est tous ces trucs d'enfance. Alors autant par mon père j'ai entendu du classique et tout, mais je pense que les séries qui passaient à la télé, etc., ça rentre. Et voilà, peut-être qu'il y a un petit parallèle entre Les Feux de l'amour et Parade. Tout à fait. J'aime bien cette idée. Mais j'aime bien aussi l'idée que justement, vous dites, c'est ma mère qui regarde ça ou qui laisse ça en fond. Moi, je vois la table de mes grands-parents et ça qui regarde, et ma grand-mère qui s'endort à chaque début d'épisode et qui me dit à la fin, au fait, il s'est passé quoi donc, dans Les Feux de l'amour. Donc, en fait, est-ce qu'un générique, ça peut être ça aussi, une Madeleine? Est-ce que c'est aussi fait pour convoquer des souvenirs? Complètement. Alors bon, moi je suis musicien, donc peut-être je suis particulièrement sensible à la musique, mais il y a plein de séries dont je me rappelle la musique et je me rappelle absolument pas la série. Par exemple, typiquement Les Feux de l'amour, voilà, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'on se rappelle, je me rappelais très bien du générique, 5 minutes avant, je pouvais le chanter. Par contre, aucune idée de l'intrigue, je sais rien. Il y en a 40 000 à peu près des intrigues, donc par épisode. Donc, ouais. Mais oui, bien sûr, ça peut être une Madeleine. Comme je disais, c'est la série, elle s'invite chez soi, à la différence du cinéma où on doit faire le déplacement d'aller vers le produit, quoi, vers le film, vers le truc. La série, elle vient à nous, donc elle vient parfois on regarde ça en famille, parfois on regarde ça avec sa copine, son copain, etc. Donc oui, c'est souvent des Madeleines. Non, parce que je me dis, voilà, on disait avec Parade tout à l'heure, moi je l'entends et je revois des grands moments de l'été dernier, je revois où j'étais, à quel endroit,
et dans quelle position, souvent c'était assise quand même, à regarder, pas contrairement aux gens qui étaient à la télé. Et donc ça crée du souvenir, quoi. Bon, je propose qu'on enchaîne avec un autre. Pareil, si vous continuez à fermer les yeux, peut-être allez-vous reconnaître cette série mythique. Toute une époque. Toute une époque. Et justement, la musique aussi raconte, enfin, la musique et les images, hein, quand même, puisqu'on est bien d'accord que sur les images, on ne voit pas 4 secondes les acteurs. Non. Non, on voit la Floride. On voit Miami. Ouais. Donc, non, effectivement, en fait, Miami Vice. Alors, Miami Vice, en fait, c'est une série qui a été créée par Michael Mann. Et Michael Mann, plein de gens connaissent sûrement, c'est un grand réalisateur, notamment qui a fait Hit avec Al Pacino, de Niro et plein d'autres films, et qui est, moi, un de mes réalisateurs préférés. Et en fait, cette série, sous des abords comme ça, un peu légers, ça a l'air très, très, très superficiel vu comme ça, mais c'est vrai que un peu pré-ado et tout, je regardais un peu, mais je m'intéressais pas vraiment, mais je voyais qu'il y avait un truc cohérent, en fait, entre l'image et le son. C'est-à-dire que les costumes, on se souvient très bien comme ils étaient taillés, les costumes de Miami Vice, tout, avec un peu trop large. un peu trop, avec cette musique qui disent vraiment ce qu'était une époque. Et d'ailleurs, il y avait plein de musiciens qui jouaient dans cette série. Miles Davis, qui faisaient des petits caméos. Miles Davis en fait partie. Donc, en fait, culturellement, c'est un objet de pop culture, en fait. Et donc, ça dit, et c'est un marqueur d'époque. Et ça, c'est très intéressant. Et quand on regarde rétrospectivement, on se dit en fait ça a compté, en fait, dans le paysage sonore. Et donc, quand vous faites Parade, justement, quand vous êtes en train de composer Parade, parce que là, on dit que les images vont aussi avec la musique raconte une époque, raconte aussi un lieu, en fait. Vous, quand vous composez Parade, ils n'ont pas encore eu lieu, les JO. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur des images. Donc, à partir de quoi on compose et pourquoi, en fait? C'est une très bonne question. Voilà, merci. En fait, Parade et tout le reste de la musique que j'ai composée pour les jeux, c'était faire effectivement la BO d'un film qui n'existait pas encore. Donc, c'était beaucoup de l'imagination. C'est-à-dire que c'était de s'imaginer quelles seraient toutes les émotions qu'allaient vivre les spectateurs, mais les athlètes, surtout parce qu'on a vu, par exemple, la cérémonie d'ouverture qui se passait sur la scène. Je sais que cette musique, je savais que cette musique ouvrait. Donc, il faut s'imaginer dans la peau d'un athlète qui rentre dans Paris comme ça sur un bateau, il faut que la musique ait l'emphase nécessaire, etc. Donc je m'imaginais un peu tout ça. Et puis après, sinon, de manière très pragmatique, je mettais des vidéos de grands exploits sportifs. Par exemple, je mettais Best of Tokyo 2020 sur YouTube. Je le mettais sur mon piano, je jouais du piano, et je le mettais comme si c'était la partition, en fait. Et je regardais, et je pianotais en essayant de faire la BO, en fait. Donc je coupais le son de la vidéo, quoi, et je jouais par-dessus. Et puis, bien sûr, c'est beaucoup de discussions, notamment, je sais pas, avec Tony Estanguet, etc., qui, lui, a vraiment vécu les Jeux de l'intérieur en tant qu'athlète, les éditions précédentes. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup l'imagination, et c'est vrai que ces JO, pour moi, c'était à la fois un exercice très solitaire, parce que je me suis trouvé vraiment face à une feuille blanche, face à mon piano, face à une partition, et qui est devenu l'exercice le moins solitaire du monde. Puisque petit à petit je l'ai joué d'abord à Thomas Joly, Tony Estanguet, ça vous plaît, oui, machin, ensuite on le fait jouer par quelques musiciens, en plus par un orchestre symphonique, machin, jusqu'à être vu par je sais pas combien de milliards de gens. Donc je suis passé vraiment du truc très très intime à être pas sûr de mon coup, etc., au truc maximal. Mais voilà, pour répondre à votre question, c'est une BO qui n'existait pas, donc il fallait fantasmer le truc, quoi. On va continuer, on va parler genre musical, justement.
genre musique. Genre musical. Phone. I would say the concept behind the car phone and the phone machine, the speakerphone, the airline phone, the portable phone, the pay phone, the cordless phone, the multi-line phone, the phone pager, the call waiting, call forwarding, call conferencing, speed dialing, direct dialing, and the redialing is that we all have absolutely nothing to say, and we've got to talk to someone about it right now. Cannot wait another second. I mean, come on, you're at home, you're on the phone, you're in the car, you're making calls, you get to work. Any messages for me? You gotta give people a chance to miss you a little. Tout le monde a reconnu Seinfeld, je pense, et surtout ce petit bruit de basse derrière. Alors, je suis nulle en musique, c'est de la basse. Hein. Alors, c'est une basse, mais faite au synthé. Mais ça se veut être c'est une un basse. Demi-win. C'est un demi-win. D'accord. Et donc, donc là, il y a de la basse. Et on sent qu'il y a quelque chose quand même générique. On a écouté 2 génériques d'avance. Il y a beaucoup plus d'ampleur. Là, c'est très minimaliste. Il y a quelque chose aussi un peu jazzy qu'on va retrouver. Je crois qu'on peut passer les intermèdes de Seinfeld. Bien celui-là. Ah, c'était mon préféré, je voulais finir dessus. Non, il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, plus que de genre, en fait, c'est plus parler même de choix d'instruments, de tonalité qu'on va donner à la musique. Enfin, déjà, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, une série comme Seinfeld qui impose ce genre de rythme? Bon, déjà, Seinfeld, c'est vraiment une de mes séries préférées de tous les temps. Et ce que je trouve brillant ici, vraiment, c'est-à-dire que c'est l'unité, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement rien en même temps, mais c'est tout. Et il y a tellement une seule et même couleur qu'en fait, on n'est pas distrait par cette musique. C'est juste, ça ponctue, ça donne le ton, etc. Mais les dialogues vont être tellement précis, tellement écrits, que en fait, la musique est juste là pour faire des petites virgules de temps en temps, mais pour tout le temps recentrer et pour remettre le spectateur dans le monde de Seinfeld. Si jamais ça devait déraper, on se remet dedans. Ok, d'accord. Et donc, je trouve que c'est très intéressant et à la fois humble, entre guillemets, de ne pas vouloir être parti plus tard. Et c'est très mature, en fait. Parce que moi, par exemple, si j'étais compositeur, j'aurais été sûrement très frustré. J'aurais dit non, on peut peut-être faire autre chose. Et en fait, je trouve ça très brillant de tenir comme ça. Et le fait que ça soit un peu goofy, c'est-à-dire un peu espèce de musique comme ça, un peu rigolote. Et le fait justement que ça soit pas une basse, mais une basse au synthé, ce qui donne encore un peu plus de ridicule. Tout est dit, en fait, voilà, en quelques notes. Et pour la petite histoire, je crois que vous jouiez quelques intermèdes là. Il paraît, je sais pas si c'est vrai, qu'il n'y en a pas 2 fois le même. Oui, non, il y en a vraiment beaucoup. Voilà. Je me demandais juste, alors j'ai pas été vérifier ça, mais en cherchant plusieurs, il y en avait beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pas compter, voilà. Beaucoup. Donc, Mais l'autre série donc c'est Larry David et Jerry Seinfeld qui ont créé cette série. Et après, Larry David a créé son autre série qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. Your Enthusiasm, c'est dur à dire, que plein de gens, je suis sûr, ici ont vu. Et c'est pareil, c'est une musique de fanfare, je sais pas s'il y en a qui l'ont en tête déjà, mais une musique de fanfare, de cirque, et qui est tout le temps la même. Donc en fait, je pense qu'il a gardé ce même concept très puissant. Mais donc là, on voit que vous avez parlé de la fameuse basse qui n'en est pas une. Mais justement, donc il y a un choix. Comment on choisit en fait finalement la couleur, la tonalité qu'on va donner à la musique de son générique? Parce que là, vous l'avez dit, vous avez commencé Parade sur les violons, et puis après derrière, on bascule dans un autre style musical aussi. Mais voilà, comment déjà on décide de donner cette tonalité par les violons, comment on choisit les instruments en fait finalement? C'est toujours un choix. Il faut vraiment réfléchir et c'est très important parce que une même musique jouée avec des ingrédients, si je puis dire, différents, n'a rien à voir. Dans le cas de Parade et des violons, je voulais commencer par l'aspect, donc comme je le disais, romantique, doux. Ça, c'est plus pour la mélodie. Les jeux arrivent en douceur à Paris, etc. Mais par contre, pour la texture, justement, la différence entre production et composition, éventuellement, sur l'aspect vraiment de texture, je me disais que les cordes et l'orchestre symphonique, c'est-à-dire le classicisme, en fait, c'était important pour moi de commencer par ça. Au début, on ne veut pas brusquer, etc. Et qu'il y a une certaine grandeur aussi dans l'imagerie qu'on a tous de l'orchestre classique, et même dans l'aspect cinématique, en fait, dans l'aspect cinéma.
comme on sait, les BO avec les cordes, on imagine, on est assez confort, je trouve, dans le début. Ensuite, je fais venir les chœurs pour amener toute la puissance et le fait qu'il y ait des voix humaines. Et je pense que ça participe à l'émotion. D'entendre ces voix d'hommes très graves et des femmes très aiguës, ça participe aussi le fait d'entendre tous ces hommes et ces femmes. Il y en avait 150 qui chantaient ça. Puis ensuite, évidemment, l'électronique pour passer dans ça y est, dans la vitesse, les jeux sont arrivés, etc. Mais tout ça, en fait, c'est vraiment comme du scénario. C'est vraiment, comme vous disiez, je fantasme, que je m'imaginais le scénario. Tout ça fait partie de la manière dont je veux colorer les choses pour dire aux gens, voilà ce que j'aimerais que vous ressentiez, quoi. On va continuer avec un autre générique. Je propose qu'on envoie un petit bout. Ou en entier, on verra. Ah. En entier. Avec un peu d'émotion, forcément. Non, pas terrible. Je suis complètement fan, vraiment. Non, mais que dire, évidemment, c'est l'ordre du chef-d'œuvre parce que pareil, ça se veut très léger, ça coule, etc. Mais en fait, c'est d'une précision incroyable. Vous parlez de Cocon tout à l'heure. C'est aussi dans cette ville de Twin Peaks où tout est étrange, etc. Mais ce que je pense veut dire David Lynch aussi, c'est venez à nous. On est très bien dans cette musique. C'est une espèce de je sais pas. Ouais, je parlais d'oreiller tout à l'heure. On a l'impression que c'est un doudou, je sais pas. Et en même temps, il y a une étrangeté. On parlait de synthétiseur tout à l'heure. Autre chose, là, c'est un peu un détail technique, mais qui me vient tout de suite, c'est que il y avait du budget, j'imagine, pour faire cette série. Et là, les cordes, ça, c'est tout au synthétiseur. Et ce qui donne une étrangeté aussi, c'est pas des cordes magnifiques, c'est synthé un peu cheap. Je mets vraiment plein de guillemets parce que c'est pas du tout cheap évidemment dans la composition d'un truc, mais c'est fait exprès d'avoir une forme de lo-fi comme ça, une forme de mettre moins d'emphase pour rester avec une bizarrerie, avec des sons un peu digitaux, un peu pas très beaux, mais en même temps c'est d'une beauté incroyable et c'est d'une vérité incroyable. On a beaucoup de gens peut-être ont vu cette vidéo, mais quand on voit Badalamenti qui parle de David Lynch, qui lui dit, en fait, il récite, il raconte comment David Lynch et Badalamenti ont collaboré. On sent que c'est comme s'ils avaient écrit la musique à deux, que la musique de sa série et la série vont ensemble, quoi. Et là, voilà, c'est très, 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 très réussi. Mais donc, à quoi ça sert un générique ? Est-ce que ça sert à être un appel, un cri de ralliement, une signature, une empreinte musicale, nous donner finalement les clés déjà de l'ambiance de ce qui nous attend derrière. Et je pose la question aussi par rapport à Parade, en fait. Est-ce que le but, c'était aussi de faire on dit un hymne, j'insiste sur ma notion de générique, mais de dire, bon, voilà, en fait, je vous donne les clés de l'ambiance dès le départ. Voilà à quoi vous devez vous attendre. Est-ce que c'est ça le but d'un générique ? Oui, c'est ça, c'est la porte, quoi. En fait, c'est comment on rentre dans la série. On sait d'ailleurs qu'aujourd'hui, et moi le premier, une fois qu'on a regardé 1 ou 2 épisodes, sur Netflix ou d'autres plateformes, il y a marqué zapper, enfin je sais pas ce qui a marqué, mais skip the intro. Skip the intro. Enfin, skip the intro, ouais, ou passer le générique aussi. Et on le fait tous à 99% du temps, surtout quand on continue à pas regarder à chaque fois.
Et par exemple, Twin Peaks, c'est un long générique. Je sais pas, moi, j'ai pas très envie de le zapper. Il y a je pense à, je sais pas, The Office, par exemple, c'est très court, mais ça dure quand même 1 minute. Et en fait, c'est tellement sympa, que c'est ok quoi, de le regarder. Je pense que c'est le but suprême, c'est de faire en sorte que les gens ne zappent pas le générique. Mais parce que voilà, il faut que dès les 3 premières notes ou les quelques premières mesures du générique, on sache dans quel monde on évolue, quelle est la couleur, quel est le ton, quel est le scénario, etc. Voilà. C'est une invitation, finalement. C'est une invitation, exactement. On continue avec un autre générique qui, a priori, je pense aussi est assez identifié. On va en écouter un bout. Très réussi. Très réussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu presque votre formation à vous, c'est-à-dire à la fois il y a cette idée du classique qu'on va retrouver et en même temps une grosse derrière un peu plutôt quelque chose un peu électronique, enfin en tout cas avec des grosses basses. Et là on est au max de mon vocabulaire musical. Donc c'est autour de la basse quand même. Hein. Comment ? C'est autour de la basse quand même. Ouais, voilà. Alors, oui, on a bien compris que c'était avec ça qui m'intéressait dans la musique. Mais donc voilà. Enfin vous ça vous évoque quoi ? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même assez proche de votre aussi de vos goûts et de votre formation. Effectivement, ouais, je me sens assez proche de cette écriture et de cette touche. Ce qui est très de Nicolas Britell d'ailleurs. Nicolas Britell, ouais, qui est un très très bon compositeur et qui fait de plus en plus de choses. J'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'alors là il y a un truc qui peut rappeler Parade, ou l'inverse, mais c'est-à-dire qu'il y a le classicisme de l'orchestre symphonique très sérieux, presque austère, qui rappelle évidemment, j'imagine tout le monde ou la plupart des gens ont vu la série, sans rien spoiler, mais c'est-à-dire qui dit ce classicisme parle de la famille, qui dit la dureté de cette famille, le côté austère, et je pense que les cordes et là l'aspect classique rappelle vraiment ça, et les basses et tout l'aspect en fait un peu hip-hop qui est en dessous, un peu dur, un peu, désolé de parler anglais, mais un peu dirty, et qui font un parallèle avec le monde des affaires horrible dans lequel ils sont, où ils n'arrêtent pas de se faire des coups affreux entre eux, etc. Donc c'est l'association en fait entre cette rythmique trap, comme on dit, vraiment dure et moderne, électronique, mais un peu sale, avec le côté austère et grandiloquent des cordes. Voilà, tout le rapport de la famille est dit là-dedans, quoi, je trouve. Donc en fait, à la fois, ça sert, on a dit, d'invitation, mais aussi presque à raconter un petit peu l'histoire, en fait. Ce générique nous dit beaucoup de choses de cette histoire, finalement. Et il nous y prépare complètement avec les images aussi. Mais ouais, complètement, ça dit tout. Mais parfois, en fait, ce qui est très intéressant, c'est, je pense, la musique donne des clés, mais il n'y a pas de mots. Ça ne dit pas « je vous explique ça », c'est que de la sensation. Donc, selon les gens, ça ne va pas forcément faire écho de la même manière. Mais c'est presque, ce qui est intéressant avec la musique, ça peut être un peu de l'ordre du subliminal. Je pense pas que l'analyse que j'en fais là, tout le monde ne se dit pas en regardant sa télé, oh, les cordes me rappellent vraiment le classicisme, machin. Mais si. Mais c'est-à-dire, je pense qu'on le ressent sans en faire l'analyse. Et c'est la beauté de la musique. En fait, c'est que la musique, l'air de rien, est beaucoup plus, rentre vraiment. Même si on n'a aucune culture musicale, en fait, on s'en fiche complètement, c'est que du ressenti. Donc voilà, en tout cas, ouais, ça, je trouve que c'est très réussi. Et on va terminer avec un dernier générique. Là aussi, on va écouter un bout. Pareil, je pense que vous l'avez identifié, surtout qu'en ce moment, il y a la 3e saison.
j'essaierai pas de le refaire. D'ailleurs, c'est une soprano, je ne savais pas qui faisait cette voix, de Stéphanie Osorio. Et donc, c'est le générique de Cristobal Tapia de Ver de White Lotus. Vous l'aurez sûrement reconnu. Ça vous inspire quoi comme type? Parce que c'est particulier quand même. Alors, encore une fois, qu'est-ce que c'est réussi? Je trouve que c'est brillant. Là, ce qui est très intéressant pour ceux qui ont vu la série, pareil, je vais essayer, ceux qui l'ont pas vu, de pas trop en dire, mais c'est c'est comme les dialogues de White Lotus le sont. Il y a un côté grinçant, il y a un côté bizarre, étrange, malaise même. Et malaise, et en même temps, il y a une maladresse. Enfin, je veux dire, comme on peut voir tous les personnages entre eux, il y a une maladresse, et c'est de la comédie aussi quand même dans les notes, le tout, c'est un peu marrant, et tout est dit. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement il y a 3 saisons. Là, c'est le générique de la première saison qui se passait, donc si je me souviens bien, à Hawaï. Et donc là, il y a le côté, il y a un fond de balance un peu reggae derrière, et puis d'éléments traditionnels d'Hawaï. Dans la deuxième saison qui se passe, des éléments musicaux, pardon, je veux dire traditionnels d'Hawaï. Dans la deuxième saison qui se passe en Sicile, c'est, si je me souviens bien, des éléments un peu baroques dans la musique, comme des clavecins. Et un peu presque italo-disco. Enfin, il y a un truc un peu disco. Voilà, mais en tout cas, il intègre vraiment à chaque fois là où se passe l'intrigue. Troisième saison en Thaïlande, où il y a vraiment des trucs un peu plus asiatiques, voire un peu Bali, Indonésie, qui sont des gammes qui sont pas faites comme en Occident, qui sont très intéressantes. Donc voilà, je trouve que c'est très intéressant aussi qu'il intègre le lieu de l'intrigue dans sa musique, et ce qui fait qu'il peut adapter sa musique à l'infini, on imagine, selon les saisons qu'il prendra à chaque fois, les ingrédients du pays dans lequel ça se déroule. Et je trouve ça très réussi. Pareil, c'est une invitation, et surtout, c'est original. C'est-à-dire que, mais comme Seinfeld dans un autre genre, c'était original aussi, cette basse qui n'a rien à voir, comme un peu tout ce qu'on a vu là, c'est original. C'est-à-dire que c'est pas, on se dit pas, ah ouais, franchement, le générique de White Lotus, ça ressemble vraiment à tel autre générique. C'est une proposition qui est unique, et donc en ça, si à la fois c'est pertinent et nouveau, là c'est vraiment très très réussi. Et d'ailleurs, Cristobal Tapia de Ver, qui a fait donc ce générique, le considère comme un thème du Hawaiian Hitchcock. Donc c'est comme ça qu'il le qualifie. Bien. Donc on a bien ce côté aussi retrouver des sonorités locales d'Hawaï, mais avec le côté mystérieux. Je crois que l'une des conditions de Mike White pour le créer, c'était de faire un truc comme si on allait sacrifier quelqu'un à la fin du générique. Donc oui, il y a un côté rite. On le sent, on le sent un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit Hawaiian Hitchcock, et il dit aussi, par exemple, pour la saison 2, il s'était inspiré notamment du cinéma de Paolo Sorrentino pour créer sa musique. Là, moi, je me tourne vers vous pour Parade. En fait, tout est source d'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire et qu'est-ce qui vous a inspiré pour Parade? Mais est-ce que tout peut être source d'inspiration, pas que musicale d'ailleurs? Ah, bien sûr, tout est une source d'inspiration. Moi, tout m'inspire, une conversation peut-être qu'on a là, quelque chose... Je serais flattée. Non, mais un repas que j'ai fait, un tableau que j'ai vu, un livre que j'ai lu. La vie, en fait, doit rentrer dans la création. C'est la seule manière, d'ailleurs, de créer, je crois, c'est de prendre tout ce qui existe, tout ce qui est autour, et c'est peut-être ça... Je sais pas la prétention, l'artiste, etc., mais c'est peut-être ça, l'artiste. C'est de mettre en musique ou en mots ou en peinture ce qu'il ressent, quoi. Donc c'est hop, ça passe et ça se remet moi en l'occurrence en musique. Mais bien sûr, je suis inspiré par tous. Mais ce qui est dur, c'est pour ça que c'est très réussi. Par exemple, The White Lotus. Encore une fois, c'est parce que c'est nouveau, c'est original. Il dit que c'est Hawaiian Hitchcock. Donc c'est Bernard Herrmann, le compositeur qui compose tous les films d'Hitchcock. Magnifique compositeur. On voit ce qu'il veut dire dans le côté Hitchcock. Malgré tout, c'est pas non plus les notes de Bernard. Je suis pas au niveau du côté ambiance de film d'Hitchcock. C'est pour dire que c'est très digéré. C'est ce qu'il pense. Enfin voilà. Donc les influences peuvent arriver de partout, mais il faut savoir aussi. Voilà, faut vraiment les digérer et que ça soit léger, quoi. Et pour Parade, c'était quoi les influences, à part les JO que vous mettez sur votre piano, votre piano, je ne sais pas prononcer le mot piano. Ouais. En fait, c'est aussi beaucoup le cinéma, en fait, je crois. C'est-à-dire que cette idée de faire une BO et l'idée de faire un énorme film, en fait. Avec, on imagine un athlète qui rentre dans le stade, on imagine un athlète en train de, je sais pas, de pleurer parce qu'il est arrivé juste deuxième. Enfin, on imagine la joie de la victoire, etc.
toutes ces émotions, c'est des ingrédients pour moi très clairs, très narratifs et assez cinématographiques. Et quelle chance j'avais de mettre en musique en fait ces choses-là. Et puis encore une fois, comme on l'a dit, ces choses-là qui sont du spectacle vivant, qui se passent pendant que en direct, quoi. Donc voilà, je sais pas. Mais c'est vrai que toute ma culture cinématographique, je crois, m'a beaucoup servi pour écrire cette musique des Jeux Olympiques. Bon, on l'a dit, après les JO, ça va être dur de toper, hein, en termes d'événementiel, du moins. Mais la composition de musique pour une série, par exemple, pour un générique, même si moi je considère qu'encore une fois il y en a déjà un, mais de générique de série ou composition de film, c'est pas encore à votre arc, il n'y a pas cette corde du moins à votre arc. C'est quelque chose que vous aimeriez? Beaucoup. J'ai un peu plus jeune, j'avais travaillé sur la musique des Beaux Gosses, par exemple de Riyad Satouf. J'avais fait quelques tentatives de choses, mais c'est vrai que c'est pas un domaine que j'ai vraiment poussé. Et c'est vrai qu'après les Jeux Olympiques, Paralympiques, j'aimerais en faire plus et j'aimerais ça beaucoup. Voilà, je reçois quelques projets, des trucs et tout, mais j'ai envie si je me tourne vers le cinéma, vers les séries, d'aller vers quelque chose qui a vraiment du sens. Mais oui, j'aimerais beaucoup ça. Et cette idée, justement, il y a le cinéma, mais la série, c'est absolument génial aussi d'installer des musiques, comme les personnages où on peut développer en profondeur les compositions de série. Il y a vraiment des choses à dire. Donc ouais, j'aimerais bien sûr. Le message est passé. Si y a quelqu'un dans cette salle qui a les moyens de faire travailler notre cher Victor Lemagne. Je me tourne vers vous. Coucou. Si vous avez des questions pour Victor, je crois qu'il y a un micro dans la salle. Oui. Attendez. Alors, où sont les micros? Très bien. Là, micro. Oui. Là, il y a quelqu'un déjà? Ok. Et après, vous pourrez passer à... Bonjour. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Je voulais savoir, du coup, là, on parlait de la musique insérée en audiovisuel, comme préfiguration, comme faire ressentir des sentiments, comme pendant le générique pour avoir ce côté doudou, etc. Est-ce que vous avez vu des coins, peut-être des coins du monde qui ne soient pas normalisés sur ces codes occidentaux et qui auraient fait dans des œuvres cinéma, séries, évoluer à autre chose de la musique? Par exemple, je ne sais pas, qu'il n'y ait pas de type de générique et qu'elle soit vraiment toujours intra et qu'on ne s'y intéresse pas, ou au contraire, qu'il y ait gardé quelque chose du cinéma muet. Enfin, est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez rencontrées? Ou des lieux géographiques qui auraient moins cette culture du générique, va vouloir que qui inventent un peu différemment le... Ouais, ok, un autre usage une autre place de la musique que ces codes finalement qu'on a. Non, c'est intéressant. Malgré tout, je crois que la structure d'avoir une introduction, et une introduction musicale notamment, est un peu écrasante. Je pense que c'est un peu ça à travers le monde. Maintenant, je pense à des films de Kurosawa ou des choses comme ça, où c'est pas fait de cette manière-là, etc. Mais là, ça dépassera peut-être mes compétences, mais je suis peut-être pas assez spécialiste du langage musical, enfin lié au cinéma, à la série, pour vous dire ah oui, peut-être au Liban c'est différent, etc. Mais enfin, ou dans n'importe quel pays. Mais c'est vrai que là tout de suite le Japon me vient. Moi j'ai la chance d'y aller beaucoup dès l'époque 12 de raquettes. D'ailleurs on y allait beaucoup, et c'est vrai que souvent ils proposent une structure qui est très intéressante, où parfois c'est des génériques d'une seule seconde, genre tac, comme ça, avec très peu de choses, et puis le générique va se développer plus tard. Non, je ne sais pas si ça vient vraiment d'une culture ou si c'est juste parce que souvent au Japon il y a une originalité, quoi. Voilà. Oui, il y a une question là, juste, je pense exactement. Oui, bonjour, merci pour cette masterclass très intéressante. J'aurais deux petites questions. La première, c'est est-ce que vous savez ce qui est devenu le piano sur lequel Alexandre Kandorov a joué pendant les JO, le pauvre piano qui a pris la pluie? Et la deuxième, c'est... Pardon. Quand vous écoutez votre adaptation de la Marseillaise, notamment, ou Parade dans une moindre mesure, est-ce que vous arrivez à vous détacher? Est-ce que vous arrivez à l'entendre? Est-ce que ça vous crée des émotions, que ça peut nous en créer à nous? Ou est-ce que vraiment vous les entendez avec l'oreille du compositeur? Merci. Merci. Bonjour. Alors le piano d'Alexandre Kantorov, je crois que
Il a coulé. Il a vraiment, vraiment, vraiment souffert, et je pense que la structure est complètement foutue. Voilà. Donc malheureusement, je pense que c'est peut-être un objet collector, comme on dit, mais je crois qu'on ne pourra plus le jouer. Pour ce qui est de la Marseillaise, Parade, c'est sûr que les œuvres que j'ai créées pour les Jeux Olympiques, j'ai un rapport évidemment affectif différent, parce qu'ils ont été partagés avec le plus grand nombre. Parfois, il y a des choses qu'on fait qui n'ont pas autant de succès et que j'aime tout autant parce que j'ai un rapport particulier avec ce moment de ma vie, etc. Là, c'est vrai que c'était tellement partagé avec tous et tout le monde, souvent, notamment sur Parade, me dit « Ah, on en parlait tout à l'heure, moi, ça me fait tellement de trucs. » Je suis un peu dépossédé, et c'est pas du tout... je m'en plains pas du tout, à vrai dire, plutôt au contraire. Je suis complètement dépossédé de Parade. C'est plus du tout à moi, en fait. C'est-à-dire que même, je l'entends, ça peut me faire une émotion, mais globalement, ça y est, il existe. C'est un morceau qui n'est plus à moi, qui a été pour tout le monde. Donc, pour l'instant, en tout cas, je suis moins dans l'affect. Je l'étais jusqu'au 26 juillet. Après, peut-être un peu moins. Par contre, je pense que je vais réécouter ça dans 4 ans, dans 5 ans. Cette Marseillaise, je disais, mon fils était pas encore né, par exemple. Quand mon fils écoutera ça dans 10 ans, évidemment, ça me fera des trucs fous. Mais là, c'est encore trop près de moi, quoi. Oui, qui a le micro? Oui, allez-y. Là, il y a le monsieur qui est là. Enfin, je vous vois pas hyper bien. Ouais. Bonjour. Bonjour. Déjà, merci. Comme elle l'a dit, quand j'ai entendu Parade, il y a quelque chose dans cette musique qui fait que ça résonne dans mes os et ça ramène à quelque chose de très nostalgique. J'ai aussi beaucoup apprécié, mais dès les premières notes, Synchronicity. Et je voulais savoir, tout à l'heure, vous aviez parlé de vérité. Comment vous faites parce que c'est un exercice qui est très, j'imagine, solitaire, comment vous faites pour trouver la vérité d'une musique et pour trouver également, faut que je le dise bien, comment vous décidez de ce que vous voulez, je ne sais pas si c'est un choix conscient, de ce que vous voulez que le public ressente? Merci. Je suis ravi si vous aimez bien Parade et Synchronicity. En fait, c'est très subjectif aussi. Je suis très ravi que ça vous touche, mais on peut s'imaginer. Ça, je crois que les gens vont aimer ça, mais on ne le sait jamais, en fait. Donc, il y a un facteur aussi de hasard. Voilà. Par contre, quand même, moi, en tout cas, en tant que compositeur, parfois, quand j'écris des choses... je sais pas, il y a un peu des choses qui se passent, parfois on se dit ah là je crois que je touche vraiment quelque chose, mais le premier spectateur c'est soi-même, donc je fais pas encore écouter aux autres gens, mais ce que je fais souvent c'est que je compose quelque chose comme un jet, souvent sans prendre forcément comme un premier jet, je veux dire, sans aller encore dans la précision de l'écriture, juste les premières notes, etc. Et souvent j'enregistre cette petite démo. Et après, je sais pas, quand je rentre chez moi, ou je suis à pied ou en vélo, ou je sais pas quoi, je l'écoute, et je la critique, je fais mon autocritique, je reviens le lendemain, je change un peu, jusqu'à arriver à une espèce de ce qui moi me semble être ok, c'est ça que je veux dire. Et si, quand je suis honnête avec moi-même, et ce travail parfois il est long, quand je suis honnête avec moi-même, vraiment, comme Synchronicity, c'est un bon exemple. À un moment, je me suis dit, ok, là, je crois que vraiment que je tiens un truc, ça y est, je vais le développer. Puis là, je commence à faire écouter à des gens autour de moi, mais assez tard, en fait, dans le process. Et voilà. Et là, quand on voit aussi dans le regard des gens, etc., on voit qu'il y a un truc qui se passe, qui touche. Là, on se dit, ok, je crois que je vais continuer. Mais d'abord, c'est une autocritique immense. Je suis très, très dur avec moi-même. Oui. Qui a le micro, là, peut-être, pour le jeune homme, là? Bonjour. Bonjour. Oui. Vous avez mentionné que vous étiez à Coachella. C'était comment la ville? À Coachella? Oui. Merci. La vie à Coachella. C'était assez génial parce que c'était comme
comme on parlait de Who's the Racket, voilà, c'était avec mon meilleur ami, etc. Et Coachella, ça représente, c'est pas le Grammy Award, mais dans notre monde, là, dans lequel on était, de la musique indépendante, etc., surtout étant français, ça représentait une espèce de pinacle. Donc c'est comme si à l'époque, comme si on avait un Oscar, quoi. Donc on était très, très fiers, très heureux. En plus, c'est un festival dans le désert, donc c'est complètement génial à vivre. Merci. Ah, ok. Ok. Merci. Là, devant, je crois. Tenez, ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. C'était passionnant de vous écouter cet après-midi et puis plus largement, Victor, de vous écouter tout court en fait. Ma question, elle est assez... alors peut-être que je vais jeter un pavé dans la mare, mais je voulais savoir quel était votre regard sur la composition musicale via l'intelligence artificielle. Sacrée question. Ah. Merci pour votre question. Alors évidemment, l'intelligence artificielle, c'est à la fois quelque chose de très dangereux, qui enlève d'ores et déjà énormément d'emplois à des compositeurs, à des scénaristes, à des, je sais pas, des graphistes, enfin, et tant de métiers. Mais, il y a un vrai mais, je pense aussi que la vraie émotion, et je réponds à la question, ça revient sur la question du monsieur qui me parlait de synchronicity, etc. Cette autocritique que je me suis faite, par exemple, 450 fois avant de retoucher et changer et mettre toute mon émotion, comme vous disiez, tout mon parcours, tout ça, franchement, je crois qu'une IA peut pas arriver à ce niveau d'émotion, de sincérité. On peut faire des choses parfaites, mais qu'est-ce que c'est que la perfection? Est-ce que c'est pas le truc le plus ennuyeux du monde aussi? Donc, je pense quand même que c'est l'homme qui va passer au-delà de ça. On parlait tout à l'heure de l'emploi des synthétiseurs qui font les fausses basses, des fausses cordes, etc. Je crois savoir que quand les synthétiseurs sont arrivés, si on parle de la musique, quand les synthétiseurs sont arrivés, plein de gens, notamment plein de musiciens classiques, se sont dit c'est terrible, ça y est, c'est la fin des orchestres, on n'utilisera plus jamais d'orchestre, les synthétiseurs vont tout bousiller, etc. Et en fait, pas du tout. On sert des synthétiseurs pour ce qu'ils sont, à savoir des sons différents, des sons digitaux, il peut y avoir beaucoup de beauté en eux, et on continue de se servir des orchestres qui sont très différents. Donc je pense que c'est quand même à l'homme de faire avancer les choses et de faire en sorte de maîtriser cet outil qui peut être magnifique, parce que il faut que ça reste un outil, il ne faut pas que qu'on en soit l'esclave. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Il faut l'applaudir, parce qu'on n'est pas... Puisque vous le faites spontanément, et ce n'est pas des applaudissements en IA, promis, on ne les a pas programmés. Oui, voilà, là-haut, oui, ce serait la dernière question, monsieur, et on vous écoute. Bonjour, j'avais une question, comme vous avez déjà travaillé avec Gojira, est-ce que vous avez d'autres groupes de métal avec qui vous aimeriez travailler ou vous prévoyez déjà de travailler? D'autres groupes de métal? Oui. Alors, c'est vrai que j'ai eu cette chance incroyable de travailler avec ce groupe que j'adore, donc qui s'appelle Gojira. Et j'ai adoré travailler avec eux, c'était un rêve pour moi, j'aimais beaucoup leur musique. Et même si effectivement on a parlé de mon parcours finalement classique, etc. au départ, puis électronique et tout, le métal, c'était pas un truc que j'avais forcément étudié, mais j'en ai toujours beaucoup écouté. Et en fait, la précision de ces musiciens-là, l'émotion, le lyrisme même de ces musiciens-là, ça m'a beaucoup touché. Quand j'étais en studio avec eux, je me disais, j'écoutais, on faisait le morceau ensemble avec les deux frères Duplantier à New York, et je me disais vraiment que je ressentais la musique physiquement et que c'était rare. Souvent les musiques, moi en plus j'analyse beaucoup parce que je suis musicien, c'est cérébral, je me dis ah oui ça me fait ça, ça me fait ci. Là c'était vraiment une musique qu'on ressent vraiment dans le ventre, et ça m'a rappelé presque l'enfance, quand on va au premier concert, quand on entend une grosse caisse ou une caisse claire, on a un petit truc, ça nous fait sursauter. Parce que là, il jouait tellement fort que physiquement, je ressentais une émotion. Et après, je crois que le monde entier l'a vu, cette émotion, sur la conciergerie. Donc non, je n'ai pas prévu... comment dire, je n'ai pas d'autres projets, en tout cas, de faire d'autres groupes de métal. Mais j'ai adoré l'expérience et j'adorerais en refaire. J'adorerais refaire des choses avec Gojira, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Victor Merci. Lehmann. Merci à tout le monde. Merci Corinne. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée, bon mardi à Lille et à très bientôt.